Pyongyang, Corée du Nord. Dans une Asie bouillonnante, Pyongyang dénote. Là-bas, pas de voiture, pas de McDonald's, pas de smartphone dernier cri. On entend les mouches voler dans la capitale de la Corée du Nord, une ville qui semble bloquée dans le temps. Sauf que le 17 décembre 2011, les rues sont bondées de monde. Un homme vient de disparaître, et son nom, Kim Jong-il. Kim Jong-il, c'est bien plus qu'un président, bien plus qu'un chef d'État. C'est le dirigeant suprême, le cher leader, l'homme autour duquel tout gravite. En Corée du Nord, le pouvoir n'est pas partagé, il n'est pas débattu. Il est incarné par une seule et même personne. À la tête du parti, de l'armée, du gouvernement, il décide de tout. Son portrait est accroché dans chaque maison, chaque école, chaque bureau. Car en Corée du Nord, le leader n'est pas simplement un homme politique, il est une figure quasi sacrée. Lorsque Kim Jong-il disparaît en 2011, ce n'est pas seulement un président qui meurt, c'est un leader vénéré. Soudainement, les rues sont remplies. Des milliers de Nord-Coréens fondent en larmes à l'annonce de la mort de leur chef. Fake ou pas, on aura l'occasion d'en reparler. Le roi est mort, vive le roi. Kim Jong-il disparu, c'est son fils, Kim Jong-un, qui va reprendre la tête de la Corée du Nord. Depuis 1948, la famille Kim tient le pays d'une main de fer. Il s'agit de la première dynastie communiste de l'histoire. Mais alors, comment Kim Il-sung est arrivé au pouvoir? Pourquoi les Kim sont indéboulonnables à la tête de la Corée du Nord? À quoi ressemble la vie sous leur régime? Pour cette vidéo, nous avons eu la chance de collaborer avec Pascal Daïez-Burgeon. Ancien diplomate à Séoul, Daïez-Burgeon est l'un des experts français de la Corée. Pour aller plus loin, nous vous conseillons de vous procurer son ouvrage, La Dynastie Rouge, aux éditions Perrin. Sans plus attendre, installez-vous confortablement. Ce soir, je vais vous raconter comment la famille Kim a pris le contrôle de la Corée du Nord. Allez, venez avec moi, montez dans ma machine à remonter le temps. La date, 1945. Le lieu, la Corée. Alors commençons par planter le décor. La Corée, c'est quoi au juste? Le pays se situe en Asie de l'Est, sur une péninsule coincée entre la Chine et le Japon. Au nord, elle partage une frontière avec la Chine et la Russie. À l'est, elle est bordée par la mer du Japon, et à l'ouest, par la mer Jaune. Une position stratégique, presque coincée entre les grandes puissances de la région. La Corée, c'est une nation millénaire, un royaume ancien forgé par des dynasties puissantes. Une civilisation raffinée avec sa propre langue qui n'est apparentée à aucune autre. La Corée a sa culture, ses traditions confucéennes et une identité profondément enracinée. Alors oui, la Corée a connu ses heures de gloire. Mais autant vous dire qu'au début du XXe siècle, le pays n'est que l'ombre de sa grandeur passée. En 1910, l'Empire du Japon annexe la péninsule. La Corée cesse d'exister en tant qu'État indépendant. Pendant 35 ans, elle vit sous domination japonaise. On parle alors de répression, d'exploitation, d'humiliation. En 1945, le Japon capitule. La Corée est libérée, mais alors dans quel état se trouve le pays à la sortie de la guerre? Alors, au sortir de la guerre, le pays sort d'occupation très dure de l'Empire japonais, qui a duré près de 30 ans, qui a surtout conduit à voler toutes les ressources agricoles ou industrielles au profit des Japonais et de l'armée japonaise. Donc c'est un pays exsangue qui a perdu sa liberté et qui doit se reconstruire. Il a essayé de résister de diverses manières, mais il n'y a pas de véritable leader qui s'impose en 1945 pour être celui à qui on pourrait confier le destin de la Corée dans son ensemble. Et il n'y a pas non plus de la part des Alliés une grande sympathie pour la cause coréenne. Les Américains notamment ont une grande méfiance à l'égard des Coréens car ils ne voient pas vraiment la différence entre les Coréens et les Japonais. Les Américains se sont battus contre l'Empire japonais notamment à Okinawa avant d'attaquer l'archipel lui-même. Ils se sont rendus compte que la plupart des combattants étaient des Coréens, c'est-à-dire des Coréens enrôlés de force dans l'armée japonaise. Donc pour les Américains, les Coréens sont des Japonais déguisés, et ils n'y croient pas beaucoup et ils n'ont pas grand intérêt pour ce pays. Tout le monde n'a pas cette attitude. La France, notamment, n'a pas cette attitude. Elle a une sympathie pour la Corée depuis un certain temps. Le général de Gaulle est un des premiers à reconnaître l'indépendance de la Corée dans son ensemble. Il n'y a pas encore de nord et de sud. Et puis les Russes ont un intérêt colonial en Corée, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument s'y implanter pour parfaire leur politique de conquête de l'Extrême-Orient. Donc vous voyez qu'il y a deux puissances impériales qui n'ont pas grand intérêt à ce que la Corée soit indépendante, et ce n'est que d'autres pays qui s'intéressent à ce pays qui est très mal connu et qui a été très mal défendu lors de sa colonisation par le Japon. Oups, excusez-moi pour cette interruption. D'abord, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Ben.
On vient tout juste de dépasser les 30 000 abonnés sur cette chaîne, franchement ça nous fait grave chaud au cœur. Sur Un soir une histoire, on vous propose plusieurs fois par semaine des récits passionnants. Et comme vous devez le deviner, mêler quantité et qualité, ça demande un effort conséquent. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter Idéochoc, notre tout nouveau partenaire. Ils ont vraiment à cœur de soutenir notre travail et c'est vraiment un plaisir de vous présenter leur plateforme. Si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est que vous avez soif de connaissances nouvelles. Et là, vous allez adorer Idéochoc. Pour se cultiver, il n'y a rien de mieux que de lire des livres, on est d'accord. Mais bon, on n'a pas tous le temps de tourner des centaines de pages par semaine. Idéochoc, c'est un concept unique et détonnant. L'essence d'un livre condensé en un podcast de 25 minutes. Histoire, philosophie, politique, Idéochoc vous propose de nombreux livres audio narrés par des professionnels. En 25 minutes à lire ou à écouter, chaque Idéochoc vous propose un panorama clair et structuré des idées qui comptent. Un gain de temps sans perte de substance. Leur bibliothèque compte déjà 125 livres avec des nouvelles additions toutes les semaines. Personnellement, moi, j'adore. En utilisant le code promo Un soir une histoire, vous obtiendrez 10% de réduction. Idéochoc a été créé par des passionnés. Je compte sur vous pour leur donner de la force. On l'a compris, à la sortie de la guerre, la Corée est en lambeaux. Le pays est un fromage sans saveur, grignoté par les plus grandes puissances mondiales. On le sait bien qu'après la Seconde Guerre mondiale, soviétiques et américains vont se partager une planète en ruine. À la fin du conflit, la péninsule coréenne est séparée le long du 38e parallèle. Le nord va dans les mains de l'URSS, le sud aux Américains. Le modèle russe, on le connaît. Inutile de dire que des élections démocratiques ne vont pas avoir lieu. Comme partout ailleurs, Staline va placer un pantin pour prendre le pouvoir. Et en Corée du Nord, cet homme va prendre le nom de Kim Il-sung. Alors c'est un opportuniste, d'abord au départ il s'appelle Kim Sang-ju, Kim Il-sung c'est son pseudonyme, en gros ça veut dire Kim première étoile, ou si vous préférez Kim Soleil, c'est le soleil Kim Il-sung quand même, il faut savoir, d'ailleurs tous les feuilletons de télé, toutes les bandes dessinées se terminent toujours par un soleil radieux qui est le symbole de Kim Il-sung. Donc c'est un opportuniste qui est issu de la bourgeoisie moyenne de Pyongyang et notamment de la bourgeoisie protestante, parce que Pyongyang a été à l'époque japonaise très investi par des missionnaires américains protestants et donc réclamant un ordre différent et si possible une sorte d'autonomie ou d'indépendance de la Corée parce que le Japon, lui, n'est pas du tout touché par le christianisme. Donc la Corée, notamment correspondra plus tard à la Corée du Nord, est déjà très christianisée. Donc c'est de cela que sort Kim Il-sung, qui rapidement entre dans la résistance et a la chance ou l'intelligence de se rapprocher des Russes. À tel point d'ailleurs qu'il va très rapidement via la Mandchourie rejoindre les combattants russes, qu'il reçoit un nom russe. Même d'ailleurs son fils Kim Jong-il qui lui succédera plus tard, à l'époque on l'appelle Kim Arsenovitch, donc il s'est vraiment russisé et c'est grâce à ce rapprochement avec la Russie qu'il est finalement connu des cercles qui entourent Staline et qu'il est mis au pouvoir. Sans grand enthousiasme, Staline n'a aucune sympathie pour lui, le trouve un peu nul, il a d'ailleurs cette formule, on dirait un serveur de restaurant chinois, mais ils n'ont pas d'autre monde à se mettre sous la dent, parce que les autres résistants sont ou pro-américains, ou anarchistes, ou communistes d'obédience non soviétique, donc globalement, ils n'ont pas grand monde, et ils ont Kim Il-sung et quelques autres. Mais les autres ou meurent au combat, ou sont trop âgés, et finalement, ils choisissent de mettre Kim Il-sung au pouvoir, vraiment comme une marionnette, en fait, au début. Et d'après la légende, il est difficile de toujours savoir le vrai du faux, il ne parle même plus très bien le coréen, il a un épouvantable accent russe, et quand il fait son premier discours en octobre 1945, les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Donc au départ, c'est vraiment, semble-t-il, une marionnette. Et il n'a dû son succès qu'à son opportunisme, sa proximité des Russes et à une sorte de chance. Ses compétiteurs éventuels ont été éliminés, sont morts ou ont disparu. Donc il est resté le seul, mais au départ comme une marionnette des Russes. Et les Russes ont dominé le pays pendant 2-3 ans sans qu'il ait même son mot à dire. Mais il a profité d'être mis en place comme une sorte de pion aux mains des Russes pour ensuite prendre le pouvoir. Voilà donc à la faveur des Russes, Kim Il-sung va prendre la tête de la Corée du Nord. On l'a compris, ce choix a plus été établi par défaut qu'autre chose. Léonid Vassid, agent du NKVD, dira « Quand Kim est arrivé, nous avons remarqué qu'il ne parlait pas couramment coréen.
Comme il n'avait aucune légitimité ni soutien, le NKVD a préféré lui créer son propre parti, le Parti du Travail. Très vite, ils ont contraint les autres partis à fusionner avec lui et à brouiller les pistes sur son origine. Nous sommes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la Corée du Nord est en ruine. S'il y a une chose que le peuple demande plus que tout, c'est de la stabilité. Alors ouais, les armes vont se taire pendant un moment. Mais malheureusement, pas pour très longtemps. Car dès 1950, une nouvelle guerre va éclore. Ce conflit assez méconnu va pourtant faire près de 2 millions de morts. Et comme vous allez le découvrir, cette guerre va avoir un impact fort jusqu'à aujourd'hui. Au départ, quand Kim Il-sung néanmoins est très ambitieux, il sait très bien que pour prendre le pouvoir, il faut éliminer tous ses adversaires, ce qu'il s'efforce de faire, et notamment éliminer les communistes, car il existait un parti communiste, mais à Séoul, capitale de la Corée. Donc il fallait absolument les décrédibiliser. Donc il a créé un parti communiste parallèle, dit Parti des travailleurs, qui est le parti de la Corée du Nord, et surtout il a créé une armée, une nouvelle armée, qui a reçu le soutien des Russes qui lui ont donné du vieux matériel. Il a créé une aviation notamment. Il s'est cru un moment en position de force par rapport au Sud, car le Sud lui aussi est tombé aux mains d'un dictateur qui lui aussi est un résistant, il s'appelle Lee Sung-man. Lui, il est très lié aux protestants américains, il est lié au parti conservateur, à l'extrême droite américaine, et il s'est imposé au Sud. Mais il est très corrompu, peu compétent, le pays le domine mal, son armée est incompétente, et donc Kim Il-sung se dit j'ai peut-être quand même une chance de l'emporter. Je suis plus organisé, j'ai mieux organisé mon pouvoir, j'ai peut-être une chance d'écraser Lee Sung-man et de récupérer toute la Corée. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi la maladresse du secrétaire d'État Dean Acheson qui, à un moment, explique au début 1950, écoutez, ce qui est vraiment vital pour les États-Unis, c'est le Japon. Donc, pas la Corée. Donc, Kim Il-sung s'est dit, si la Corée n'est pas vitale, il faut me laisser l'envahir. On peut comprendre la position des Américains. Le Japon est une sorte de porte-avions géopolitique. La Corée, c'est comme lié à la Chine, c'est dangereux. Donc voilà, et Kim Il-sung s'est dit, j'ai peut-être une chance. Il a sondé Staline, qui n'était pas enthousiaste, mais qui lui a dit, si vous y arrivez, on couvre. Et donc il attaque. Alors je sais bien qu'on a expliqué dans les milieux conservateurs étrangers, notamment français, jusque dans les années 80, que c'était le Sud qui avait attaqué. Non, c'est pas vrai du tout. Le Sud n'était pas du tout en état d'attaquer. Le Sud était presque fasciste, d'extrême droite, mais pas du tout en état d'attaquer. Tandis que le Nord, lui, avait les moyens d'attaquer. Il avait des chars, il avait des combattants prêts, dévoués. Il avait une sorte de légitimité. Kim Il-sung était populaire comme résistant. Et donc il a attaqué. Voilà, il a attaqué. Et il est entré en Corée du Sud comme dans du beurre, extrêmement facilement. La frontière est très proche de Séoul. Il est arrivé à Séoul en un jour. Lee Sung-man s'est immédiatement débandé, c'est-à-dire qu'il est parti avec le trésor de la Banque de Corée du Sud. En Corée, les événements se précipitent. Sous la pression toujours accrue des forces nordistes, les unités américaines et sud-coréennes, évacuant leurs malades et leurs blessés, ont dû rétrograder vers le sud. Donc les Coréens sont entrés, les Nord-Coréens sont entrés comme dans du beurre et ont été accueillis d'ailleurs à bras ouverts par de nombreux Coréens du Sud, répugnés par le régime de Lee Sung-man. L'ennui, c'est qu'il a eu fort affaire à l'opposant, c'est-à-dire le général MacArthur, qui gouvernait le Japon et qui, lui, a décidé de ne pas laisser tomber la Corée dans l'escarcelle communiste et qui a eu ce coup de génie d'attaquer par derrière, c'est-à-dire en débarquant à Incheon, à marée basse, le grand port proche de Séoul, et en coupant les forces nord-coréennes en deux. Si bien qu'au bout d'un certain temps, tout le Sud a été récupéré par les Américains. Les soldats du Nord, ou bien ont été prisonniers et mis dans des camps, ou bien sont réfugiés, sont repartis au Nord. Et les Américains ont attaqué jusqu'à Pyongyang, pratiquement jusqu'à la frontière chinoise. Donc à un moment, on s'est dit, c'est les Américains qui vont reprendre totalement la Corée sous leur joug. Eh bien non, parce que la Chine ne pouvait pas imaginer d'avoir les États-Unis, la Chine communiste, qui venait de devenir communiste, puisque Mao Tse-tung est arrivé au pouvoir en 1949, pas question d'avoir les Américains comme voisins. Donc, on a envoyé 1 million de volontaires chinois, c'est-à-dire en gros des soldats chinois, pour aider les Nord-Coréens qui ont donc repoussé l'invasion américaine et qui sont arrivés jusqu'à Séoul, qu'ils ont reprise. Et puis les Américains ont résisté. Entre-temps, le président Truman avait débarqué le général MacArthur, car MacArthur avait dit puisque c'est comme ça, on va envoyer des bombes atomiques sur Pékin. Il avait prévu 20 bombes atomiques sur la rivière Yalu et la rivière Tuman. Et sur Pékin, on va tout raser, et comme ça on reprendra la Corée et même la Chine.
Truman a dit pas question. On a dégommé le général MacArthur, on n'a pas le général Bradley s'est contenté de récupérer un morceau de la Corée du Nord jusqu'à la frontière, jusqu'au parallèle, et on en est resté là. Et on en est toujours là. C'est-à-dire la frontière, le parallèle, c'est la frontière entre le Nord et le Sud. Alors certes, Kim Il-sung ne va pas réussir à arracher toute la Corée. Mais dans son fief du Nord, il va imposer un régime aussi brutal que unique. Kim Il-sung n'est pas là pour faire de la figuration. Non seulement il va tenir le pays d'une main de fer, mais il va surtout créer les bases d'un système destiné à perdurer après lui. En fait, on assiste là au début d'une quasi-monarchie. Il est totalement, d'abord au départ soviétique, c'est-à-dire conçu sur le même modèle. D'ailleurs, Kim Il-sung était à la tête du parti pro-russe. Donc au départ, c'est un régime à la soviétique, avec en gros copié sur le système stalinien. Staline a mis en place des petits régimes soviétiques copiés sur le système chinois, partout, dans les pays de l'Est et aussi en Corée, avec donc un organe suprême qui est une assemblée générale, un politburo, un premier secrétaire du parti communiste local, enfin, l'équivalent. La seule chose, c'est qu'on est comme dans un contexte non communiste, non russe. Et rappelons qu'en Chine, le communisme a décidé de s'appuyer sur les paysans et pas les ouvriers. Donc en Corée du Nord, s'appuyer sur les ouvriers, c'est pas évident. Et puis on n'a pas un système aristocratique comparé à la Russie. Donc il faut trouver autre chose. Or, qu'a connu la Corée avant l'occupation japonaise? La monarchie. Donc Kim Il-sung fait le choix très rapide, en fait, de créer une monarchie communiste. Ok, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas? C'est-à-dire, il est totalement paranoïaque, il ne fait confiance à personne. On a essayé de le renverser à plusieurs reprises, donc il ne croit à personne, sauf à sa famille. Donc, dès le début, il veut instaurer une monarchie. Alors, sans le dire, bien sûr. Je crois que c'est tellement dément pour nous que nous n'avons pas voulu y croire, et que même les Coréens du Nord l'ont nié jusqu'à la fin des années 80, qu'il y avait un système monarchique qui se mettait en place. Mais en fait, il se mettait déjà en place. Donc, c'est bien une autocratie, un absolutisme, si vous préférez, né dans une logique communiste, mais dans une logique coréenne asiatique, qui est, on n'a jamais connu autre chose que la monarchie. Par ailleurs, comment s'appelait le pays au moment, parce que la Corée, c'est un nom c'est un nom américain, Korea, mais en coréen, on ne dit pas Corée. En Corée du Nord, on dit Choson. En Corée du Sud, on dit Hanguk. Le pays n'a pas le même nom dans les deux, au nord et au sud. Et qu'est-ce que le nom de Choson? C'est le nom de la Corée monarchique. Donc ça veut dire que Kim Il-sung, dès le début, a repris le nom de la Corée monarchique. Donc, en gros, sans le dire, il est le roi de la Corée du Nord. C'est-à-dire qu'il restaure le passé de la Corée, qui était monarchique, et c'est une forme de légitimité. C'est un roi résistant, en quelque sorte. Alors que le Sud est une république, mais aux mains des Américains. D'ailleurs, effectivement, aux mains financières des Américains, dominée par les intérêts japonais, même après la guerre, protégée par, à l'époque, 50 000 GI, occupée. Donc le Nord se dit, ben voilà, nous sommes la Corée éternelle. Et même encore maintenant, la Corée du Nord joue là-dessus. Nous sommes la Corée éternelle de toujours. Le Sud, c'est une colonie américaine. On l'a compris, le régime de Kim Il-sung est une dictature avec un très grand D. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Corée du Nord va plutôt bien s'en sortir au début. Il y a des avancées notables, droits des femmes, éducation et médecine pour tous. Pendant longtemps, la Corée du Nord va carrément être l'un des pays les plus prospères du continent. En 1953, à la fin de la guerre, là, pour le coup, la Corée est totalement ravagée. Séoul est détruit à 87%, Pyongyang à 98%, il ne reste rien. Les gens ont vécu dans des caves et mangé des rats, enfin, c'est épouvantable. Donc ce qu'on peut reconstruire ne peut être que mieux. Et effectivement, grâce à l'aide soviétique qui envoie des milliards de roubles, on a reconstruit très rapidement Pyongyang. Alors que Séoul est encore en totale anarchie et c'est une catastrophe. Et grâce à ces investissements massifs, au modèle soviétique qui est un modèle ultra-industrialiste, on fait des mines, on extrait le charbon, on crée des usines et puis tout le reste ne compte pas, eh bien la Corée du Nord est arrivée à la fin des années 50 comme un pays qui réussissait. À l'époque, on parlait il y avait 2 dragons asiatiques. Non pas les 3 dragons des années 80, non, à la fin des années 50, il y avait 2 dragons. Le Japon, qui se relevait de ses ruines, et la Corée du Nord, qui se relevait des ruines de la guerre de Corée. C'était les 2 dragons asiatiques. Donc, vous voyez maintenant ce que c'est devenu. Ensuite, dans les années 80, fin des années 80, on a commencé à parler des 4 dragons. Là, il y avait la Corée du Sud, Taïwan, etc. Mais à l'époque, 50-60, c'est la Corée du Nord qui marche très bien. Et effectivement, Kim Il-sung a fait ce que la population attendait, le droit de vote, l'éducation des femmes, un système de santé, etc. Des mesures que tout le monde réclame.
et qui maintenant sont pratiquement lettres mortes en Corée du Nord et qui ont été finalement établis en Corée du Sud, qui est pour le coup devenue maintenant une démocratie. Donc au début, effectivement, et jusqu'en 1974, le PIB de la Corée du Nord est supérieur à celui de la Corée du Sud. Le rêve de la Corée du Sud, c'est d'être aussi riche que la Corée du Nord. Et maintenant, le rêve de la Corée du Nord, c'est d'arriver au niveau de richesse de la Corée du Sud. Ça, c'est complètement inversé. 74-75. En 1989, l'URSS s'effondre. À ce moment, la Corée du Sud a déjà bien dépassé son voisin du Nord. Le pire est à venir pour le pays communiste. Quand Kim Il-sung décède en 1994, son fils va prendre le pouvoir. Il s'appelle Kim Jong-il. Le nouveau tyran trouve un pays appauvri au total. Un pays qui meurt littéralement de faim. Tout s'est quand même effondré. Et après la mort de Kim Il-sung en 1994, le pays est entré dans une telle détresse qu'on avait comme une famine de 3 ans avec pratiquement 2 millions de morts. Donc le pays était dans un état de déroute absolue et totale et définitive qui n'a tenu que grâce à l'armée qui elle-même était à 2 doigts de lâcher. Il n'y a plus de nourriture, les gens mourraient de faim quand même. Donc c'est épouvantable. Une chute totale. Donc la chute du régime soviétique a été une catastrophe. Seulement, la Corée du Nord a toujours joué de ses 2 voisins principaux. Quels sont les 2 voisins principaux? La Russie et la Chine. Donc elle a appelé la Chine à l'aide, et la Chine a tout intérêt à aider la Corée du Nord. D'abord parce qu'elle ne veut pas avoir de frontière avec la Corée du Sud, c'est-à-dire avec les États-Unis. Il lui faut une zone tampon. Donc elle a besoin de la Corée du Nord. Donc la Chine a décidé d'intervenir et d'aider notamment la Corée du Nord en transférant des fonds et du pétrole. Puisque le gros problème de la rupture soviétique, c'était la fin des livraisons de pétrole. Donc la Chine s'y est substituée. Et depuis, la Corée du Nord est devenue une colonie, au sens agricole du terme, de la Chine. Elle dépend à 90% de l'économie chinoise. Si la Chine la lâche, la Corée du Nord s'effondre. La chute de l'URSS a donné des sueurs froides aux pays communistes du monde entier. La plupart vont finir par rapidement s'effondrer. Pas en Chine et pas en Corée du Nord. Le régime chinois comprend que pour tenir, il ne faut pas donner une once de faiblesse. Du coup, la répression est toujours aussi sévère. Certes, mais en libéralisant son économie, la Chine va connaître une incroyable croissance. Le régime communiste va établir une sorte de pacte social avec son peuple. En gros, vous n'êtes pas libre. Non, mais vous êtes en sécurité. Et surtout, vous pouvez maintenant vous enrichir. Mais en Corée du Nord, rien de tout cela. Le régime ne libéralise ni sa politique, ni son économie. Et encore une fois, la dynastie Kim est toujours toute puissante. Mais alors, comment les Kim ont réussi à être aussi indéboulonnables à la tête du pays? Alors, d'abord parce que ça marche comme ça dans une monarchie. Comme je vous l'ai dit, le régime a joué sur la carte de la monarchie depuis le début, et la Corée a toujours été une monarchie depuis... elle a une date officielle de création légendaire, 2333 avant Jésus-Christ. Depuis cette date, elle a toujours été une monarchie. Donc simplement, la monarchie coréenne s'est effondrée lorsque le Japon a envahi, et Kim Il-sung a recréé la monarchie en quelque sorte. Donc il y a cette logique-là qui entre dans l'esprit des gens. D'autre part, il a la légitimité de la résistance, et qui s'est incarné dans une sorte de mythologie locale qu'on appelle le mont Paekdu. Le mont Paekdu, c'est ce volcan qui est à la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, sur les flancs duquel Kim Il-sung se serait réfugié pendant la guerre et aurait mené la résistance, où serait né Kim Jong-il, où serait né Kim Jong-un. Tout ça, c'est de la propagande, mais une propagande importante quand même, et qui rentre dans la tête des gens. Kim Jong-il은 1942년 2월 16일 새벽에 백두미정에서 태어났습니다. 김정일 덕물을 민족의 용도자로 키운 것은 백두산입니다. Ensuite, on va bien se rendre compte que quand un pays est soumis à ce point à une sorte de propagande permanente où on ne parle plus en année chrétienne mais en année du Juche, c'est-à-dire date à partir de la naissance de Kim Il-sung. Kim Il-sung est né en 1912, le jour même du naufrage du Titanic d'ailleurs, c'est amusant, sans hasard. Les portraits des dirigeants sont partout, sur les timbres, sur les billets de banque, dans le métro, sur les pins que nous devons porter. Donc ça rentre dans la tête des gens. En classe, il y a des cours de Kim Il-sungisme obligatoires. Donc quand quelqu'un est absolument partout, on ne peut plus s'en sortir. Alors au début, Kim Jong-il a eu des difficultés parce qu'il n'est pas beau, il est un peu minable, en même temps c'est un playboy qui fait les 400 coups et ça ne plaît pas à son père. Il a un fils d'un second mariage qui lui ressemble beaucoup plus, qui porte beau, qui s'appelle Kim Pyong-il. Et pendant un temps, il hésite entre les deux.
Mais finalement, c'est Kim Jong-il qui gagne. Pourquoi? Parce qu'il a pris la tête du service de la propagande. Donc il s'est auto-propagandisé en quelque sorte. La propagande, c'est des affiches permanentes, le portrait partout, des grands opéras, du cinéma, à partir des années 60, des séries de télévision. Et c'était ça la force de Kim Jong-il, d'être le maître absolu de la propagande qui servait finalement Kim Il-sung, qui a fait de Kim Il-sung le roi de la Corée. Kim Jong-il, pendant un temps, a dû lutter, à dire non, c'est pas vrai, c'est pas sûr, il n'y aura pas certainement de monarchie. Mais finalement, dans les années 80, ça s'est fait. Ça ne s'est pas su en Occident avant les années 90, mais dans les années 90, finalement, ça s'est imposé. Évident qu'il y aurait une succession monarchique. Et maintenant, le congrès qui vient de s'ouvrir à Pyongyang, c'est pour savoir si oui ou non on mettra la fille au pouvoir. Donc je doute d'ailleurs. Enfin, on parlera de succession. Kim Jong-il, sans le charisme de son père, continue d'écraser le peuple d'autorité. De 1995 à 1999, la Corée du Nord a traversé une période de pénurie alimentaire ayant entraîné plus de 200 000 morts. Même si certaines sources vont jusqu'à 2 millions de victimes. On prête également à Kim Jong-il l'établissement d'une organisation gouvernementale secrète. Elle s'appelle Division 39. Son unique but, alimenter par millions la caisse noire du président. La grande réussite de Kim Jong-il, c'est assurément l'obtention de la bombe atomique. C'est l'assurance vie du régime. Désormais, plus personne n'osera le faire tomber. Lorsque le dictateur meurt en 2011, on assiste à des scènes incroyables de déchirement collectif. Mais la question à se poser maintenant, est-ce que les larmes de ces Nord-Coréens sont-elles réelles ou forcées? Alors, évidemment, c'est très difficile à dire. Une fois de plus, quand une population est complètement manipulée, drillée, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Mais il est évident qu'il n'y a pas une mitraillette devant chaque personne. Quand on voit des gens hurler en larmes, d'abord, c'est une manifestation traditionnelle du deuil en Corée, qu'on ne pratique plus au sud, mais qu'on pratique encore au nord, qui est resté très traditionnel. Toute personne qui meurt a droit à des larmes, etc. Donc c'est déjà moins exceptionnel. Mais quand on vous explique toute la journée que le grand leader convoite à tout et que soudainement il est mort, c'est dramatique. Au sud, lorsque Park Chung-hee, le dictateur qui a régné depuis 20 ans, a été assassiné en 1979, les gens pleuraient aussi, étaient en larmes. Alors les aiment-ils? Oui et non. Mais de là à dire que tout est faux, il y a la peur. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a de la peur et de l'amour, c'est le cas de toute dictature. 위대한 용도자 김정일 동지께서 가장 비통한 심정으로 On l'a bien compris, le système communiste nord-coréen fonctionne comme une véritable dynastie. Kim Jong-il parti, son fils prend le pouvoir. Il s'appelle Kim Jong-un. Au début, certains pensent que le jeune président va enfin ouvrir son pays au monde. Que nenni. Dans un style à lui, Kim Jong-un ne va faire que perdurer le triste héritage de ses ancêtres. Chacun a son style, mais il y a quand même des constantes. Les constantes, c'est l'autocratie absolue, le règne par la peur, notamment de tout le cénacle qui dirige, la corruption généralisée, l'atome. Depuis Kim Il-sung, c'est une obsession de la Corée du Nord d'avoir l'atome. Il faut savoir que les Japonais ont essayé de se doter de la bombe atomique en 1945. Or, où étaient les laboratoires japonais? En Corée du Nord. Donc dès le départ, Kim Il-sung a voulu les avoir, etc. Il a tout fait pour avoir l'atome. Il n'y est pas arrivé, c'est son fils qui est parvenu. Et donc ils ne renonceront pas à l'atome. D'ailleurs, le congrès qui se réunit, c'est pour inscrire l'atome dans la Constitution dans tous les sens. C'est pas une démocratie, c'est pas une république, c'est un régime atomique. Voilà, l'atome. C'est la clé de leur résistance et c'est la clé de leur mythologie. Je rappelle, Kim Il-sung, Kim Soleil. Kim Jong-un, son symbole, c'est l'étoile du berger, ou Vénus si vous voulez. Donc ils sont tous stellaires et ils envoient des missiles dans le ciel, ils font exploser le ciel. Enfin, il y a ce côté-là quand même, il y a un côté mythologie quand même dans ce pouvoir aussi à destination interne des Coréens. Puis, et ça flatte les Coréens comme d'avoir la bombe atomique. Petit pays, minable par rapport aux autres, mais il a la bombe atomique quand même. Donc ça les flatte. Donc ça ne va pas changer. En revanche, ce qui change par rapport au premier et au deuxième et au troisième, le premier, le pays était relativement prospère, donc il gérait ça en bon père de famille. Le deuxième a dû gérer avec l'armée. Il a tenu le pays dans une dictature épouvantable au moment de la famine. On laissait les gens crever, il fallait que l'armée puisse continuer à se nourrir. Le troisième, lui, il voudrait une économie qui fonctionne. Il voudrait que le niveau de vie s'élève. Il s'intéresse beaucoup à la jeunesse.
Hein. Il leur construit des piscines, des centres informatiques, puisqu'il y a beaucoup d'informatique en Corée du Nord. Évidemment, pas accès à l'Internet mondial, mais ils ont un intranet. Donc, il s'adresse beaucoup à la jeunesse. Et d'ailleurs, à mon avis, le fait qu'il mette sa petite fille en avant, c'est un symbole, non pas de succession, mais de jeunesse. Hein. Je suis le président des jeunes. Et pour la nouvelle génération qui a un seul rêve, vivre aussi bien qu'au Sud, bah, ça compte. Ils ne vivent pas aussi bien qu'au Sud. Hein. Alors, il y a quand même 2 Corées du Nord. Il y a Pyongyang, 4 millions, 5 000 habitants, où bon, ça va, quoi, on vit pas mal. Puis le reste du pays qui est dans les misères noires. Hein. Donc il s'adresse surtout aux habitants de Pyongyang en leur promettant il y aura un jour la prospérité comme au Sud. Donc c'est un peu différent. Chaque président a son adaptation aux circonstances. Mais dans les constantes, même chose. L'armée d'abord. C'est pas un pays qui a une armée, c'est une armée qui a un pays, la Corée du Nord. Hein. L'armée tient le pays. D'ailleurs, il est maréchalissime, directeur suprême de l'armée, c'est surtout ça qui compte. Il est toujours en uniforme. Enfin, donc l'armée, l'atome, l'autocratie, ça ne change pas. En revanche, il y a des adaptations en fonction des périodes, des personnalités, du moment, du contexte international. Et voilà comment depuis près de 80 ans, les Kim ont réussi à mettre la main sur la Corée du Nord. Aujourd'hui, le pays est toujours coupé du monde. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Ce qui est certain, c'est que les Nord-Coréens vivent toujours comme des marionnettes. Là, pour satisfaire les besoins d'un régime fanatique. Un proverbe coréen dit que l'endroit le plus sombre est juste sous la bougie. Pour les Nord-Coréens, les ténèbres sont surtout venues sous la main de fer d'une famille avide de pouvoir. Et le pire dans tout ça, c'est que la dynastie autoritaire des Kim ne semble pas prête à s'effondrer d'aussitôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, je compte sur vous pour vous abonner, commenter et liker cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau récit passionnant. Et entre-temps, bonne nuit à tous.